Je m'appelle Jean-Benoît Gambé et j'ai comme mission de développer une finance au service de la nature et de l'homme. La nature produit des éléments et des services essentiels aux êtres humains. Notre survie en dépend. Pourtant, l'activité humaine menace la biodiversité. Nous avons besoin d'une action mondiale pour infléchir la courbe de la destruction de la nature, protéger notre capital naturel et assurer l'avenir de l'humanité. Je suis convaincu que le secteur financier peut avoir un impact positif pour aider à protéger, préserver, conserver et à restaurer la nature dans l'intérêt de la société tout entière. Dans ce podcast, j'invite des femmes et des hommes qui se battent quotidiennement pour changer les choses et qui mettent la préservation de l'environnement au cœur de leurs décisions d'investissement ou au cœur de leur mission. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Thierry Déault, le fondateur et le directeur de Meridiam, une société de gestion spécialisée dans l'investissement d'infrastructures durables. Thierry Déault est l'un des premiers à avoir réussi à créer des fonds d'infrastructures qui placent la durabilité et la protection de la biodiversité au cœur de la stratégie d'investissement. Les objectifs de développement durable de l'ONU sont partie prenante de son combat quotidien. Vous aurez l'occasion de le comprendre dans les exemples concrets de projets et d'investissements réalisés par Meridiam, et vous comprendrez aussi comment la préservation de la biodiversité y est centrale dans l'analyse d'investissement de long terme. En écoutant cette interview jusqu'à la fin, vous saurez ce qui empêche Thierry de dormir, et surtout, vous ressortirez très probablement inspiré de sa vision, de ses valeurs et de sa mission. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour Thierry Déault, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que vous pourriez commencer par nous dire qui vous êtes ? Thierry Déault, donc je suis le président de Meridiam. Je suis un ingénieur qui est né dans la maîtrise d'ouvrage des infrastructures. Et donc la biodiversité, c'est la chose naturelle dans les aspects environnementaux qu'on regarde quand on construit des infrastructures, qui est systématique et qui, malgré le manque de publicité sur le sujet depuis des années, a toujours été prise en compte. Mais peut-être pas de façon suffisante et pas avec la conscience de la gravité de la situation actuelle. Comment vous êtes arrivé président de Meridiam ? C'est une longue histoire. D'abord, j'ai passé une douzaine d'années à la Caisse des dépôts où je faisais de l'investissement et de l'exploitation d'infrastructures de transport. Et puis un jour, j'ai décidé de créer ma propre maison et avec l'idée qu'il fallait amener des investisseurs à avoir une approche durable des infrastructures, qui était un secteur qui s'y prêtait très bien. Et donc, j'ai ensuite créé le premier fonds de 25 ans pour investir dans les infrastructures et construire de nouvelles infrastructures. Je vois que vous avez le pins des objectifs du développement durable accroché à votre veste. Ça fait longtemps que vous avez ça ? C'est militantisme ? Depuis le début, c'est plus que du militantisme, puisque Meridiam s'est transformé grâce à la loi Pacte en société à mission en septembre 2019 et que nous avons adopté 5 piliers basés sur les objectifs de développement durable, dont un est la biodiversité, c'est-à-dire la promotion et la protection de la biodiversité. Et là, vous pourriez nous en parler un petit peu plus. C'est quoi justement la mission de Meridiam ? La mission de Meridiam, c'est de développer, d'investir et de développer des infrastructures qui répondent aux besoins des populations, donc pour le bien de la collectivité, et donc et des infrastructures durables. Et en ce sens, on a 5 piliers. L'un est principalement un des piliers des objectifs de développement durable, qui est la ville durable et les infrastructures durables. Donc, c'est-à-dire construire des infrastructures qui rendent vraiment un service aux populations. Le deuxième est celui du climat. Et donc, on a un objectif d'évitement des émissions des gaz à effet de serre. Le troisième, pour nous, est la biodiversité. On a aussi un objectif qui est sur l'inclusion, l'égalité des genres et la promotion du travail équitable pour tous, qui est notre 4e pilier. Et puis le 5e pilier, et c'est pas dans l'ordre d'importance que je vous les donne parce qu'ils sont tous aussi importants pour nous, est la promotion de la transition énergétique. Donc l'accès à l'énergie propre pour tous. Pour ceux qui ne sont pas très familiers à l'investissement dans les infrastructures, est-ce que vous pourriez nous expliquer comment ça marche et ce que c'est ?
L'investissement dans les infrastructures, c'est finalement, pour l'investisseur que nous sommes et qui se positionne plutôt comme un maître d'ouvrage, si on peut dire, en France, c'est vraiment de créer les conditions et de créer les infrastructures, de les construire, ensuite de les exploiter, dont ont besoin les gens. Et les infrastructures, c'est pas des choses théoriques, ce sont les routes, les ports, les aéroports, les hôpitaux, le métro et les choses que vous utilisez tous les jours et dont vous avez besoin pour l'économie et pour vous-même. Et alors, comment ça se passe concrètement? Je suis la ville de Paris, par exemple, je veux faire une nouvelle ligne de métro. Comment vous arrivez à travailler avec eux? Est-ce que vous gagnez un appel d'offres? Est-ce que vous avez plusieurs concurrents? Est-ce que vous décidez d'acheter le métro? Qu'est-ce que c'est exactement? Non, en général, et notamment en Europe, les villes ou les États lancent des appels d'offres où ils demandent une réponse un peu complète à des groupements pour répondre à un service. Donc, si vous voulez créer une nouvelle ligne de métro et que vous dites je veux que vous me la construisiez, que vous me la financiez et que ensuite vous l'exploitiez sur une durée de 30 ans, nous on répondra, on se mettra avec un groupement où on amènera toutes les compétences nécessaires, c'est-à-dire un exploitant de métro, un constructeur, et au moins ces trois parties complètent un peu la chaîne et on pourra intégrer une réponse et fournir une réponse complète à la ville à ce moment-là. Et justement, le fait d'inclure des objectifs du développement durable de l'ONU dans votre mission, est-ce que ça ne vous rajoute pas des complexités par rapport à certains de vos concurrents qui, par exemple, ne mettent pas en avant la biodiversité? Donc pour eux, peut-être que le développement du métro sans prendre en compte la biodiversité est peut-être beaucoup plus simple à mettre en place? C'est plus simple, mais ça a des chances d'être moins résilient. Le vrai sujet de c'est d'abord dans la loi, notamment en Europe, il y a un niveau d'exigence sur les sujets environnementaux et sociaux qui est déjà élevé. Et nous, on essaie d'aller un peu plus loin. Et le un peu plus loin est à la fois nécessaire, d'abord parce qu'on y croit, mais aussi parce que dans la durée, quand vous faites attention à votre écosystème dans lequel vous êtes intégré avec votre projet, vous avez quand même plus de chances de succès dans la durée que si vous négligez des parties de votre écosystème. C'est très simple, hein. Au premier niveau, c'est aussi de la gestion de risque long terme. C'est-à-dire quand vous investissez pour 30 ans dans un métro, si vous avez détruit les 5 premières années toutes les espèces que vous avez rencontrées sur votre passage en le construisant, il y a peu de sens qu'on ne vous le reproche pas au bout de 10 ans. Hein. Donc il faut à la fois être pragmatique, mais aussi il ne faut pas détruire les écosystèmes dans lesquels on gagne son pain. Souvent, quand on pense infrastructures comme aéroports, autoroutes, etc., ça paraît complètement antinomique avec la biodiversité parce que justement, on va complètement passer dessus. Comment on peut prendre en compte la biodiversité concrètement pour un aéroport ou pour une autoroute? Les infrastructures de ce type, et peut-être encore plus les autoroutes ou les trains, parce que là vous pensez des choses carbonées, mais un train, même électrique, peut atteindre la biodiversité, mais il faut s'en occuper dès le début. Hein, si vous voulez, pour prendre l'exemple de ce qu'on a pu faire avec le groupe Vinci sur la ligne Tours-Bordeaux à grande vitesse, on a créé une fondation pour la biodiversité qui a pu traiter les sujets en amont sur les 350 km de ligne, à la fois financer de la recherche, financer la recherche des espèces, les classifier, les protéger, et donc il faut s'investir de façon claire et nette sur ce sujet dès le départ. Donc ça permet, ça contraint les méthodes de construction. Forcément, il faut protéger les cours d'eau, mais une bonne partie de cela est déjà dans la loi sur l'eau, dans les exigences réglementaires des États en Europe. Mais on peut aller plus loin, et c'est ce qu'on a fait. Est-ce que vous avez vu une grande évolution sur ces thématiques depuis 20 ans et est-ce que c'est aussi plus de contraintes
plus lourd, plus difficile? Ce n'est pas plus difficile si on s'en occupe dès le début. C'est-à-dire que les projets, si vous intégrez cette problématique au moment de la conception, c'est une contrainte qui est beaucoup plus supportable. Si vous en occupez qu'après, quand il est trop tard, forcément, ça a l'air d'être une contrainte. Et donc, je ne pense pas que les contraintes aient augmenté. Je pense qu'il y a une conscience plus élargie et un objectif plus clair à la fois de la part des donneurs d'ordre publics, mais aussi des donneurs d'ordre privés et des entreprises comme la nôtre. Mais beaucoup des constructeurs français sont aussi très orientés biodiversité, parce que ils savent que c'est l'écosystème dans lequel ils vivent et qu'il faut pas le détruire et qu'il faut le protéger. Donc non, pas plus, ça n'a pas augmenté en contrainte. Si on prend la société de gestion Meridiam par rapport à vos concurrents, comment vous vous situez sur le marché? Alors ça, c'est une question un peu large, mais si c'est par rapport à la biodiversité, j'en connais peu qui s'en occupent. Non, mais je pense qu'on a une approche un peu singulière, parce que d'abord on est des investisseurs de très long terme et du coup on brasse des sujets quand on investit qui sont des sujets, tous les sujets qui ont un impact, qu'ils soient environnemental, sur la biodiversité ou sociétal, nous préoccupent dès le début, parce que nous serons là dans 25 ans. C'est la différence d'approche qui est très singulière. Mais vos concurrents aussi seront là dans 25 ans? Non, en général, ils investissent sur des durées beaucoup plus courtes. Vous pouvez justement nous expliquer ça? Pourquoi vous êtes sur une période plus longue ou pourquoi ils sont sur une période plus courte? La plupart de nos concurrents, et pas tous, parce que la tendance justement c'est d'allonger les fonds, sont plutôt sur un modèle économique qui est celui du capital développement, du private equity, qui est de faire des fonds de 10-15 ans, d'acheter des sociétés ou des sociétés d'infrastructure et de les revendre. Nous, on est sur un modèle qui est, on va répondre à des appels d'offres publics on est quand même très spécialisé dans l'infrastructure publique. On va les construire, on va les exploiter et on va rester dans un fonds qui dure à minima 25 ans. Donc c'est des horizons très différents. Et pourquoi 25 ans ? Parce que c'est en général la durée moyenne de l'amortissement finalement des actifs. Donc ça aligne très bien nos intérêts aux intérêts publics, aux intérêts de nos investisseurs. Et donc il faut aussi pouvoir garantir, il ne s'agit pas que de construire finalement, il faut aussi pouvoir garantir la qualité du service qu'on rend à la collectivité pendant toute cette durée. Et ça, c'est important. Qu'est-ce qui se passe au bout des 25 ans ? Au bout des 25 ans, pour beaucoup de projets, il faut rendre les clés. C'est très bien, hein, c'est pas. Et puis pour d'autres projets qui sont beaucoup plus longs, en fait, nous la perspective, c'est en fait de prolonger les fonds pour garder les projets jusqu'à la fin de leur vie. Jusqu'à la fin des contrats. D'accord. Et quand vous dites on rend les clés, c'est-à-dire que vous vendez Non, c'est que dans les modèles contractuels de type concession ou de partenariat public-privé, on doit rendre en bon état de marche et de fonctionnement l'infrastructure à l'État, à la ville qui l'a concédée. Et vos investisseurs ont reçu pendant 25 ans les fruits de la concession. Tout à fait. Qui sont justement ces investisseurs qui vous font confiance aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, ce sont des investisseurs venant un peu de toute la planète, mais on a pour une bonne partie, on va dire 35-40% des fonds de pension, des caisses de retraite, à peu près un montant équivalent, un pourcentage équivalent d'assureurs vie en particulier. Et puis pour le reste, on a des banques de développement qui sont aussi actionnaires de Meridiam, parce que justement nous sommes dans un mode de développement, et puis nous avons des activités en Afrique et des investissements dans des pays émergents donc qui intéressent les banques de développement. Voilà, c'est un peu les trois grandes catégories d'investisseurs que nous avons.
Donc pas d'investisseur retail. Si je suis une personne physique, est-ce que je peux travailler avec Meridiam, vous prêter de l'argent ou vous donner de l'argent pour investir dans un aéroport ou un hôpital ? Alors pas directement, mais depuis la loi Pacte, nous avons créé avec Alliance France un produit retail qui leur permet de vendre des UC, des unités de compte dans les polices d'assurance vie d'Alliance à des gens du retail. Et donc ça c'est maintenant possible depuis quelques mois. Et donc là, vous avez, on va dire, un panaché de ce que peut faire Meridiam. Et justement, voilà, ça s'appelle Alliance Meridiam Infra Avenir. Et ça, il y a une certaine liquidité, du coup ? Ou alors les investisseurs physiques sont bloqués pendant 25 ans ? Non, pas du tout. Il y a une liquidité et c'est traité comme les unités de compte d'assurance vie. Et là, c'est beaucoup plus gérable pour une personne physique. Quand vous avez commencé, qu'est-ce qui vous a motivé le plus ? C'était l'indépendance ? C'était le fait d'avoir votre propre société de gestion ? C'était de créer quelque chose qui n'existait pas ? C'était changer de modèle ? C'est plutôt changer de modèle et créer quelque chose qui n'existait pas. Parce que jusque-là, on avait, on va dire, un monde d'ingénieurs qui cohabitait un peu bizarrement avec un monde de financiers. Et l'investissement dans les infrastructures c'était pas devenu une vraie classe d'actifs encore. Et c'était un sujet qui était regardé par les deux mondes de façon assez différente. Et pour moi, c'était d'allier les deux. C'est-à-dire d'allier à la fois cette vision de la maîtrise d'ouvrage qui donc prend en compte des intérêts publics long terme, et puis la vision des investisseurs qui, eux, justement, recherchaient des actifs long terme, stables, et qui en plus aient une composante d'impact positif. Donc c'était la réunion des deux qui était intéressante à faire. Et il y a 15 ans, comment ça se passait ? C'était des consortiums de banques qui finançaient les projets d'infrastructure ? Des consortiums de banques, et puis il y avait déjà quelques investisseurs naissants qui notamment étaient australiens ou autres, qui avaient commencé à investir là-dedans. Mais la Caisse des dépôts, par exemple, investit dans les infrastructures depuis quelques centaines d'années. Mais donc il y avait des investisseurs plutôt publics qui étaient des investisseurs de long terme. La Banque européenne d'investissement, ces gens-là investissaient déjà largement dans les infrastructures. Quand on est président d'une société de gestion qui gère 8 milliards, qu'est-ce qu'on fait dans son day-to-day life ? Vous faites un petit peu de politique, vous participez à des think tanks, vous êtes président d'une association qui s'appelle Finance for Tomorrow, donc je suppose que vous faites en fait plein de choses. Vous pouvez nous raconter un petit peu tout ce que vous faites ? D'abord, ma première responsabilité, c'est de m'occuper de mes clients. Donc je m'occupe beaucoup de mes investisseurs. Non, mais notamment parce que on les amène quand même sur des terrains de responsabilité sociétale forte, et donc pour ça il faut les accompagner. Je pense qu'ils sont aussi volontaires, hein, mais donc il faut expliquer ce qu'on fait. On a reçu un soutien très fort quand on s'est transformé en société à mission, mais il a fallu l'expliquer et il faut montrer concrètement ce qu'on fait. Et concrètement quel impact on a, et c'est pour ça qu'on a mis en place tous ces outils de mesure pour être crédible dans la justification de ce qu'on fait et pas juste faire des beaux discours. Donc ça, c'est ma responsabilité première. Après, je pense qu'il est important, quand on vit dans un écosystème, de délivrer finalement des infrastructures publiques pour la collectivité. On est forcément un peu dans le débat public et il faut y contribuer, pas forcément en faisant de la politique, mais en apportant des idées, en essayant de pousser la place vers des choses. C'est pour ça que j'ai accepté de devenir président de Finance for Tomorrow, qui veut promouvoir la finance durable et la place de Paris comme une place où la finance durable est importante et on espère la meilleure place européenne pour ça. Et donc pour ça, il faut convaincre, il faut amener les gens par l'exemple aussi à faire des choses qui vont dans cette direction. Donc rendre quelque part à la collectivité de ce qu'on a accumulé d'expérience réussie sur ces thématiques,
c'est important. Donc c'est pour ça que Finance for Tomorrow, mais je suis aussi expert au comité d'investissement du plan Juncker, parce que moi le sujet de l'investissement en Europe m'intéresse et voilà. Donc et à ce comité d'investissement, je m'occupe autant d'infrastructures que de PME, que de recherche et développement en Europe. Je reviens sur l'entreprise à mission. Est-ce qu'il y a des inconvénients à être une société à mission ? Est-ce que vous avez des contraintes à le faire, ou alors au contraire, il y a que des avantages ? Ben dans le fond, on l'était déjà, donc ça n'a pas changé grand-chose pour nous, à part une formalisation. Moi, je ne vis pas ça comme une contrainte, mais la formalisation, ça nécessite d'avoir un comité de mission qui suit justement les résultats de la mission. Nous, on avait des outils pour les mesurer, donc on n'a pas de contraintes supplémentaires. On les mesurait déjà et on les montrait à nos investisseurs. Donc le montrer à d'autres, c'est pas un sujet, donc pas de contraintes, mais une formalisation, un processus qui soit opposable quelque part. Et justement, si vous remplissez pas votre mission, qui peut vous l'opposer ? Vos actionnaires, vos collaborateurs Tout à fait, parce que c'est dans aujourd'hui les statuts. Donc l'objet social de la société a changé pour intégrer cette mission de façon complète. Et donc la mission d'impact avec les ODD est placée au même niveau que le résultat financier. Est-ce que vous avez déjà eu des problèmes de biodiversité dans un de vos projets, qu'un État vous ait reproché quelque chose, ou alors que des ONG ou associations se soient un petit peu liguées contre un projet en particulier ? Jusqu'ici, non. Nous, on prône quand même un dialogue sur le sujet. Je vais prendre l'exemple d'un barrage qu'on a initié au Gabon il y a bien des années. Le projet, quand on est arrivé, était d'une certaine taille. La discussion, justement, avec les experts du parc naturel, des ONG, a permis à nous de se poser la question, est-ce que la taille était optimale ? Donc on a quand même réduit la taille du lac de retenue pour justement adresser ces sujets de biodiversité. Et donc il faut rester, et c'est ça aussi la maîtrise d'ouvrage qui prend en compte ces sujets dès le début, c'est qu'il faut avoir un dialogue. Donc la concertation publique, c'est pas un sujet superficiel. Il faut l'avoir pour de vrai. Donc avec ça, on évite peut-être au moins à 99% les sujets de controverse, parce qu'on a consulté, parce qu'on s'est adapté, parce qu'on a modifié, parce que voilà. Le fait de vraiment mettre en avant ces objectifs du développement durable de l'ONU, est-ce que c'est un bon business, ou est-ce que c'est une bonne tendance ? Est-ce que ça vous fait gagner plus de contrats, plus d'investisseurs, des collaborateurs meilleurs ? Moi, je les fiche parce que j'y crois. Hein. Le reste, c'est presque secondaire. Mais c'est vrai que c'est un filtre pour les collaborateurs. C'est-à-dire que on attire, et puis c'est aussi le filtre principal qu'on exerce quand on choisit des collaborateurs. Voilà, on a des collaborateurs qui croient aussi à ces objectifs, et s'ils n'y croient pas, soit ils viennent pas, soit ils restent pas longtemps. Donc c'est un peu on y croit, on n'y croit pas, ou on est engagé ou pas. Après, il y a un peu de tout. Nous, je pense qu'on est plutôt ceux qui essaient de convaincre nos investisseurs que c'est vraiment bien pour eux. Alors, ça dépend des investisseurs. Il y a des investisseurs très engagés déjà sur le sujet, qui voient en nous un écho de ce dont ils ont vraiment besoin. Quand on travaille avec des banques de développement qui investissent chez nous, forcément, l'écho est le plus fort. Il y a des investisseurs américains ou scandinaves qui ont vraiment des missions déclarées là-dessus, des gens comme Carl Sturz, qui sont le fonds de pension des enseignants californiens. Ils sont très engagés dans l'ESG et dans ces choses-là, donc ça fait écho. Puis il y en a qui sont moins convaincus, mais qu'il faut convaincre.
Donc, est-ce que ça nous fait gagner? Je ne sais pas, mais en tout cas, on y va. Voilà. Comment vous évaluez la tendance ou la prise en compte de la biodiversité de vos investisseurs ou l'attention qu'ils apportent à la biodiversité? Aujourd'hui, on en parle, mais on sent quand même que c'est très émergent. Il y a très peu de sociétés de gestion qui mettent cela en avant. Est-ce que vous pensez que c'est un thème qui va se développer dans les années qui viennent, ou est-ce que c'est peut-être une mode? Non, je pense que c'est pas forcément une mode, c'est une prise de conscience, et puis c'est vrai que les ODD ont permis de mettre ça en avant, et qu'il y a de plus en plus de choses qui sont faites à la fois au niveau européen ou national, qui font que les États le demandent aussi. Donc cette thématique, elle est là pour rester, parce que c'est une thématique de fond et qui est liée aux autres. C'est-à-dire que la biodiversité n'est pas isolée. C'est la question de la planète. Il y a le climat, les gaz à effet de serre, il y a la biodiversité, il y a l'environnement, et puis il y a les impacts sociaux des choses. Donc tout ça, c'est un tout. Et notre approche, elle est un peu globale sur la thématique. Mais ce qu'il faut, c'est pas noyer ces thématiques dans une approche globale. C'est s'assurer qu'elles ont toute leur place à chaque fois. Et donc, pour moi, les investisseurs vont continuer à être de plus en plus conscients de cette chose, parce que on leur demande, vous voyez, l'établissement de la taxonomie européenne va quand même mettre un peu des contraintes ou au moins de la lumière sur un certain nombre de sujets de ce type-là. Voilà. Donc, c'est plutôt là pour rester une tendance de fond. Comment on peut lier le monde capitaliste dans lequel vous évoluez avec justement ces objectifs de développement durable, la fin de la faim dans le monde, pas de pauvreté, la prise en compte de la biodiversité, l'égalité homme-femme? On peut avoir l'impression que c'est des objectifs qui sont antinomiques? Non, ils ne sont pas forcément antinomiques. Ensuite, en tant qu'entreprise et même qu'individu, on peut pas répondre à tous les objectifs. Je veux dire, le travail qui a été fait un peu de trouver ces 17 objectifs, de les cadrer, de les définir relativement dans le détail, qui était initialement destiné plutôt à des politiques publiques. Et aujourd'hui, les entreprises et l'économie réelle s'en emparent. Donc, c'est plutôt bien. Mais le vrai sujet pour ces objectifs, c'est que chacun, par rapport à ce qu'il sait bien faire, doit les intégrer dans la mesure du possible. C'est-à-dire qu'on ne peut pas répondre à tous les objectifs de développement durable en étant une entreprise. Donc il faut choisir ceux où on aura le meilleur impact quelque part. Donc il y a une réflexion stratégique sur sa propre raison d'être pour choisir les objectifs. Et donc moi je trouve que c'est très utile parce que ça permet aux entreprises de se poser la question de leur raison d'être, de leur impact sur l'écosystème dans lequel ils opèrent. Et donc c'est très bien, ça donne un cadre, mais il faut pas penser que toutes les entreprises puissent s'adresser à tous les objectifs de développement durable. Déjà, si on peut en prendre 3 et dire je vais me concentrer là-dessus, c'est bien. Est-ce que vous avez un projet qui a particulièrement pris en compte la biodiversité ou la biodiversité est un vrai sujet? Non, mais c'est celui que je vous ai mentionné en France, qui était la ligne TGV Tours-Bordeaux, qui est un projet monstrueux, 8 milliards de coûts de travaux, des années de construction, une fondation pour la biodiversité. C'est vraiment un projet emblématique qui a vraiment permis de mettre en lumière ce sujet. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu du projet qui est plus peut-être dans les énergies renouvelables, d'une centrale de biomasse que vous avez financée en France, si vous avez le souvenir de ce projet parmi les 80 que vous avez financé? Si, j'en ai le souvenir parce que c'est un projet que je trouve particulièrement touchant, parce qu'on a quelque part fait la rencontre d'une centaine d'agriculteurs en Mayenne qui depuis 10 ans essayaient de financer ensemble une centrale de méthanisation.
et qu'on a aidé à monter le projet, à le financer, à le construire. Et aujourd'hui, pour moi, la vraie réussite, c'est qu'on a réussi à développer un écosystème d'économie circulaire avec ces agriculteurs, donc qui amènent leurs déchets agricoles. Ce sont des éleveurs avec grosso modo 70-80 têtes par exploitation. Ils amènent leurs déchets, ils en retirent du digestat qui sert à la fertilisation. Ils sont dans un rayon d'action en dessous de 25 km. On pense même à rendre plus verte la flotte de camions qui fait ça. Ils déposent en même temps à côté à l'usine de lait leur production, qui achète de la chaleur de l'usine de méthanisation, et le reste est vendu sur le réseau électrique. Et à la fin des fins, ce sont des agriculteurs qui ne sont pas les grands agriculteurs avec des grandes propriétés, mais leur revenu moyen aura augmenté de 7% par an. Voilà. Et donc ça, c'est les vrais projets à impact où on voit tout de suite l'impact de ce qu'on peut faire. Mais on a dans la même veine un projet avec EDF en Côte d'Ivoire qui s'appelle BioVA, qui est aussi de la biomasse, où on prend de la biomasse chez les planteurs. Alors les gros planteurs donnent la biomasse gratuitement, et on achète la biomasse chez les petits planteurs à des prix qui ont permis et qui vont permettre, parce que c'est pas fini, de créer 5000 emplois. Et donc d'assurer des revenus plus pérennes à des gens, et ensuite leur poser la question de la durabilité et des standards de leur propre exploitation, parce que ça leur donne les moyens d'y réfléchir. Ouais, c'est passionnant, et ça, en plus, c'est rentable pour vos investisseurs. Voilà. Comment on arrive à créer une société aussi d'extérieur qui paraît aussi successful, avec une mission qui a du sens, avec des collaborateurs qui paraissent impliqués? Quel est votre secret? Le secret, c'est les gens. C'est à la fois je dirais qu'au début, construire un noyau dur de gens qui partagent les mêmes valeurs, qui partagent finalement la même idée de la mission. S'assurer qu'il y a une diversité, ça c'est très important chez Meridiam. On a 31 nationalités à travers le monde, et il y en a déjà 28 à Paris. Donc c'est s'assurer qu'on a des points de vue différents, des gens avec des cultures différentes, et s'assurer que cette diversité porte des fruits dans ces mêmes valeurs. On a aussi eu depuis très longtemps une politique d'égalité homme-femme pour recruter. Vous savez, dans le domaine de l'ingénierie ou de la finance, c'est pas là où on recrute plus facilement des femmes. Mais aujourd'hui, on est plutôt fiers d'être très largement au-dessus du marché, avec une 30% de personnel opérationnel féminin par rapport aux 10% des fonds de private equity. Si vous deviez décrire un petit peu votre style de management, comment vous le décririez? Alors c'est assez compliqué, mais moi ce que j'essaie de traiter les gens comme j'aimerais être traité moi, c'est-à-dire que je privilégie l'initiative et la liberté avec la responsabilité, voilà. Et quand on arrive à trouver ces bons équilibres, les gens finalement sont innovants et portent même les choses, parce que la responsabilité c'est important. Comment voyez-vous le futur un petit peu de l'infrastructure? Je pense que la principale évolution va être l'augmentation de l'exigence publique au sens des parties prenantes. C'est-à-dire que les bénéficiaires des services d'infrastructure, quels qu'ils soient, ont de plus en plus d'exigences, parce qu'ils sont de plus en plus conscients à la fois de l'impact que vous avez quand vous construisez une route, un aéroport ou autre, mais aussi du niveau de service qui leur convient.
Donc c'est cette exigence qui fait évoluer les modèles. Donc une fois que les utilisateurs ou les clients de ces infrastructures changent d'exigence ou l'augmentent, les donneurs d'ordre public suivent, parce qu'ils sont censés mettre en œuvre ces exigences, et tout de suite ça se répercute dans la façon de voir les contrats, dans les thématiques qui doivent être prises en compte. Voilà. Et la durée, je vois plutôt un allongement, mais. Et justement, donc, du coup, vous pensez qu'il y aura plus de contraintes, et vous les voyez comment? Vous les embrassez, ces contraintes, en vous disant mais tant mieux, plus il y a de contraintes, meilleur ce sera parce qu'elles sont bonnes, ces contraintes, ou alors, à contrario, certaines peuvent paraître un petit peu inutiles, ou alors mal calibrées? Après, je pense que c'est le dialogue qui permet d'effacer un peu les choses mal calibrées. Mais moi, je les vis pas comme des contraintes. Je veux dire, créer de l'impact positif, ça peut pas être une contrainte. C'est un peu une obligation de responsabilité de sa place dans la société, mais c'est pas une contrainte. Après, la mise en œuvre, c'est pas toujours bien fait. Je veux dire, pourquoi aujourd'hui je m'engage beaucoup dans le dialogue avec la Commission européenne grâce aux consultations sur la taxonomie. C'est que un machin créé par un groupe d'experts qui a beaucoup travaillé, ça peut pas être parfait du premier coup. Donc, mais il faut avoir aussi cette vision que la réglementation elle peut s'adapter pour tenir compte de la réalité du terrain. Et donc c'est ça qu'on peut considérer comme des contraintes, mais il y a possibilité de les faire évoluer. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous empêche de dormir, ou quelle est la plus grande difficulté que vous avez dans votre quotidien et dans cette mission? Non, mais tout m'empêche de dormir. C'est mais quand vous avez une entreprise, tout vous empêche de dormir. C'est bon, après. Non, mais enfin moi l'enjeu principal que j'ai chez Meridiam, c'est que on a une croissance qui est rapide, puisqu'on fait beaucoup de choses, qu'on se déploie sur beaucoup de territoires, beaucoup de pays, et c'est de m'assurer que justement le recrutement des nouvelles personnes et des gens s'intègrent bien dans cette mission, et au sens où les gens y adhèrent, et que vous savez, quand vous êtes un peu une start-up, vous avez moins de mal à recruter. C'est-à-dire qu'il n'y a que les gens qui sont quasiment déjà alignés avec vos valeurs qui viennent. Quand vous êtes une entreprise où les gens ont l'impression que ça brille, vous recevez tous les CV du monde, et il y en a les 2/3 que vous n'avez surtout pas envie de voir. C'est un peu parce qu'il y a de la lumière, ça a l'air de briller, donc vous avez à la fois beaucoup plus de choix et beaucoup plus de difficultés à faire le choix du recrutement, parce que beaucoup moins de temps pour valider le fait que les valeurs sont alignées. Et en fait, c'est le sujet principal, parce que les qualités techniques et les compétences des gens, c'est assez facile à vérifier. Mais les valeurs, c'est plus compliqué. Vous nous avez parlé à plusieurs reprises de l'Afrique. Vous essayez de vous développer en Afrique, ou vous développez en Afrique. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots? L'Afrique, ça a été le continent qu'on a choisi après une longue discussion stratégique qui a eu lieu il y a 8 ans à peu près, où on avait exploré l'idée d'un développement en Amérique du Sud, en Asie, en Afrique, et in fine, mais quelque part, c'est la mission qui nous a guidés. On s'est trouvé finalement capable de plus d'impact en Afrique qu'on ne l'aurait été ailleurs. Voilà. Et donc c'est pour ça qu'on a décidé de choisir le continent comme nouvelle base de développement, puisqu'on était déjà dans l'Europe élargie, sur les Amériques, enfin l'OCDE en Amérique du Nord et du Sud. Et donc on a choisi l'Afrique pour ça. Et c'est aussi un terrain opérationnel extraordinaire, parce que
Voilà, contrairement, on parlait de comment on fait les infrastructures quand une ville veut faire un métro ou autre. Là, on est encore plus en amont du fait qu'il faut un peu compléter les capacités même des administrations. On est encore plus en amont dans les conceptions de projets et ce que fait l'État français, par exemple, qui est de la concertation pour faire les déclarations d'utilité publique et tout ça, ben ça, on le fait en Afrique. Et donc on remonte un peu la chaîne pour s'assurer justement de ne pas se planter sur l'intérêt général. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur une thématique, quelque chose dont on n'a pas discuté et qui vous tient à cœur ? Alors il y a quelque chose qu'on n'a pas discuté sur la biodiversité et que je trouve intéressant. C'est le fait qu'aujourd'hui, il y a des gens qui essaient de créer des modèles économiques pour investir directement dans la biodiversité. Ce qui est pas facile, mais que je trouve qu'il y a un challenge louable parce que quelque part, la biodiversité, c'est l'infrastructure qu'on n'a pas créée nous, mais que la nature a créée. Donc la question, c'est comment on peut investir dans cette infrastructure. Et ça, je pense que les modèles sont compliqués et difficiles, mais je trouve que le fait d'essayer d'y investir de façon directe est vraiment une bonne idée. Vous avez un exemple en tête ou quelque chose Non, mais je pense au type de fonds que font Mirova, où il y a des vrais sujets sur la biodiversité. Vous, aujourd'hui, la biodiversité, c'est quelque chose que vous prenez en compte dans chacun de vos investissements, dans chacun de vos projets, mais vous n'avez pas d'ambition particulière dans la défense de la biodiversité ou dans l'agriculture ou dans la régénération des terres ou... Alors, on y réfléchit. Justement, on fait toujours un peu de l'exploratoire avant, parce que il nous faut un peu comprendre avant de faire. Et des fois, ça met un peu de temps. Donc, on y réfléchit, notamment quand on voit le sujet de l'impact en Afrique, mais pas seulement en Afrique. Aujourd'hui, il y a quand même une transition agricole qui est nécessaire à la fois en Europe et en Afrique. Elle est un peu différente et qui est en fait assez intégrée, parce qu'on le voit avec nos sujets d'infrastructure. Et la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est est-ce qu'on peut aller plus loin et justement accompagner cette transition agricole et notamment d'un point de vue de la biodiversité. Donc c'est quelque chose... Fort de vos deux projets dont vous avez parlé de biomasse, faire quelque chose de similaire. Voilà. Et d'aller un peu plus loin dans la chaîne sur le côté agricole. Et est-ce que vous pensez qu'il y a des choses à faire en France sur la biodiversité ? Ah, tout à fait, notamment dans le domaine agricole. Enfin, pour moi, la transition agricole, et je suis plutôt ravi que la Commission, à la fois dans le budget européen qui est en train de se discuter et dans son annonce du Green Deal, a bien mis le point sur le fait que la transition agricole est un sujet à financer. Parce qu'il faut qu'on sorte des logiques classiques de la politique agricole commune, productiviste, et je ne veux pas la critiquer, elle fait de bonnes choses, hein, mais faut évoluer. Faut évoluer et il faut que l'argent public incite à faire les choses mieux, pas seulement à soutenir des modèles économiques un peu vieux. Voilà. Merci beaucoup, Merci à Monsieur vous. Déo. Et à bientôt, bon courage dans le développement de votre mission. Merci. Je remercie encore une fois Thierry Déo d'avoir accepté cette invitation et d'avoir répondu à mes questions d'une façon passionnée et sincère. Si vous voulez m'aider à faire connaître ce podcast, vous pouvez lui mettre 5 étoiles. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des idées d'invités ou des thématiques que vous aimeriez que j'aborde. En attendant le prochain épisode, prenez soin de vous, des autres et de la nature.